Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal depuis la Foire Expo de Saint-Dizier. Tout de suite, voici les titres de cette édition. Un Joinvillois passionné par les châteaux a décidé d'en faire des maquettes, un reportage à redécouvrir dès le début de ce journal. Le réseau électrique Enedis renouvelle son alimentation et va puiser dans les énergies renouvelables. Les cheminots étaient au contact de la population bragarde pour encourager les demandeurs d'emploi à postuler aux métiers ferroviaires. Et une nouvelle exposition au Métallurgique Park intitulée La Fonte et la Ville, la puissance et la gloire à redécouvrir dans quelques instants. Et nous reviendrons bien évidemment sur cette première journée de Foire Expo qui se déroule au Parc du Jard à Saint-Dizier. Et on commence avec ce journal avec quelques images de l'inauguration de la Foire Expo qui se tient au Parc du Jard à Saint-Dizier. Avec en présence de Philippe Bossois, président de la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise, Elisabeth Robert de maire de Saint-Dizier et François Cornu-Gentil, député de Haute-Marne. Pour rappel, la Foire Expo se tient du 16 au 19 mai au Parc du Jard à Saint-Dizier, ayant pour thème Fiesta Latina. Je vous le disais en titre, ce Haut-Marnais habitant à Joinville est un grand passionné de châteaux forts. C'est pourquoi il a décidé d'en reconstruire en cyporex et en bois. Un reportage d'Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Minutie, patience et dextérité. Ce sont les qualités que demande une passion comme les maquettes. Cela fait maintenant 10 ans que Michel Quinet s'adonne au château fort. C'est suite à un problème de santé que son épouse l'encourage à pratiquer une activité manuelle pour occuper son temps de convalescence. Passionné depuis l'enfance par les châteaux et les soldats, c'est tout naturellement qu'il se dirige vers les maquettes de châteaux forts datant de l'époque du Moyen-Âge. Dans son salon est exposée sa première maquette, un château tout droit sorti de son imagination, sur lequel il a passé près de 2 ans. Celui-là, c'est un château imaginaire. Le deuxième, c'est le château Gaillard, le château de Richard Cœur de Lion, qui se situe dans l'Eure. Et le troisième, c'est le château de Ranhaut de Joinville, qui doit aller normalement au château du Grand Jardin en exposition. Un travail conséquent qui demande des techniques de réalisation très précises et le travail de matériaux fragiles comme le cyporex, un béton cellulaire, après avoir réalisé des croquis. Pour faire des plans, d'après ça, un dessin, il fallait que je fasse des plans que ça corresponde à l'échelle à un 72e, avec les soldats que j'achète, les petits soldats qu'il faut peindre, d'ailleurs, qui sont tout petits, si vous voulez voir. Faut les peindre, c'est pas évident. La grande fierté de Michel, c'est sa deuxième maquette, le château Gaillard, qui lui a, quant à elle, nécessité 4 ans de travail. Longue de 4 mètres, elle pèse près d'1 tonne. Elle représente le château de Richard Cœur de Lion, ancien roi d'Angleterre et duc de Normandie, bâti en 1198 près de Rouen. Mais c'est un événement précis de l'histoire que relate la maquette, l'assaut lancé en 1203 par Philippe Auguste, roi de France, qui souhaite reprendre la Normandie aux Anglais. Michel a lui-même peint tous les soldats et construit toutes les armes qui ont servi à la scène. Une précision indispensable pour se passionner, incollable sur les blasons et l'histoire du château de Richard Cœur de Lion. Si ces 2 maquettes sont terminées, une 3e est en cours de réalisation, celle du château d'en haut de Joinville. Plus petite que les autres, elle est construite au format 1/200e. Le château des Ducs de Guise, dont il ne reste que le jeu de paume aujourd'hui, est lui construit en bois pour des raisons de qualité et de transport, puisqu'il doit être exposé à l'auditoire ou au château du Grand Jardin à la fin de l'année. Véritable touche-à-tout, durant son peu de temps libre restant, Michel aime aussi réaliser d'autres œuvres, comme ses amoureux de jardin, qui prennent eux beaucoup moins de place qu'un château fort. Enedis, l'un des réseaux électriques les plus importants en France, innove afin d'accompagner la transition énergétique. C'est pourquoi cette société s'allie avec l'énergie renouvelable pour mettre en place de nouveaux projets. Un reportage avec Audrey Tézan. Créé en 2008, Enedis s'occupe de la gestion de l'exploitation, de la maintenance et du renouvellement d'une grande partie du réseau de distribution de l'électricité en France. Ce réseau électrique ne cesse d'évoluer et s'adapte à l'environnement actuel.
Le contexte du monde de l'énergie, il y a un monde en pleine transformation, en plein mouvement. Peut-être pour illustrer un exemple, il y a 10 ans, le réseau de distribution d'électricité était adapté pour injecter une production centralisée, issue de gros moyens de production, alors qu'aujourd'hui, dans le cadre de la transition énergétique notamment, on est sollicité pour intégrer les énergies renouvelables, qui sont des énergies intermittentes, aléatoires et totalement délocalisées. Un exemple, sur la Champagne-Ardenne, nous avons plus de 1000 producteurs d'énergie renouvelable. Voilà. Et donc ça a complètement changé, bouleversé le paysage et l'environnement pour Enedis. Enedis a donc décidé d'innover afin d'accompagner la transition énergétique en s'alliant avec les énergies renouvelables. Il faut qu'on le gère dans les deux. C'est une vraie réalité. Sur la Champagne-Ardenne, on a aujourd'hui 2,6 gigawatts de puissance installée d'énergie renouvelable. C'est un des premiers territoires d'énergie renouvelable à la maille nationale. Essentiellement de l'énergie éolienne, 2,2 gigawatts de puissance installée d'énergie éolienne, plus de 1000 mâts d'éoliennes installées sur la Champagne-Ardenne. Alors, suite à cette nouvelle optique, Enedis a mis en place de nouveaux projets. Le premier changement notable est celui des voitures électriques ainsi que leur recharge. Si on veut parler de projet SMAC, qui veut dire Smart Charging, c'est-à-dire le chargement des véhicules électriques à partir d'énergie propre, donc notamment énergie éolienne, c'est un projet qui est au niveau de la Champagne-Ardenne. Donc c'est une expérimentation qui est portée par Enedis. C'est la seule expérimentation, en tout cas dans ce domaine-là. Un système intelligent qui donne des tops pour charger la batterie quand l'énergie éolienne est disponible, ou quand c'est le meilleur moment, en tout cas, pour charger la batterie. Le projet SMAC, c'est produire local et consommer local. Voilà, je crois on peut le résumer aussi comme ça. Produire local, produire vert, et consommer local, consommer des énergies renouvelables en local. C'est loin, Et la deuxième innovation concernant le réseau électrique Bragard portera sur l'apparition de nouveaux compteurs électriques nommés Linky. Le compteur aujourd'hui est déployé auprès de plus de 40 000 clients sur un projet de 100 000. Donc on a commencé par le sud du département, la ville de Chaumont au début, on s'est étendu vers Langres et on remonte petit à petit vers le nord du département. Donc sur la ville de Saint-Dizier, le compteur Linky va être déployé pour décembre 2019. Enedis a donc décidé de se diriger vers un système d'exploitation qui se veut plus dynamique et plus digital. Les objectifs de la PPE annoncent... Mardi, la CGT et Cheminots investissaient le parking de la gare de Saint-Dizier ainsi que le parking du Pôle emploi afin de rencontrer des demandeurs d'emploi pour que ces derniers postulent dans les métiers du monde ferroviaire. Un reportage signé Jérémy Vitry. Sécurité du personnel, au respect des réglementations, mais aussi on apporte des propositions pour répondre aux problèmes qu'on rencontre notamment sur l'emploi. Malgré l'annonce des suppressions de quelques postes, le manque de personnel est toujours présent. D'ailleurs aujourd'hui, on ne l'a pas fait exprès, c'était un hasard du calendrier, mais il y a une campagne aussi nationale au niveau de la SNCF de recrutement qui cherche des conducteurs, des gens sur les voies et tout ça. Bon là, ils cherchent 4500 profils sur le périmètre national, mais oui, on cherche toujours du personnel. Alors nous on cherche 7 personnes avec les profils que j'ai dit, là, ne serait-ce que pour cette année. Une initiative importante qui permet de rencontrer de nouveaux profils et certainement de nouveaux employés. Et cela fait maintenant un mois que Métallurgique Parc propose une exposition sur le thème La fonte et la ville, la puissance et la gloire. Sur place, Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Véritable musée de l'histoire de la métallurgie, Métallurgique Parc propose, en plus de l'exposition permanente, une exposition temporaire renouvelée tous les 2 ans. Depuis un mois, le public peut admirer l'exposition La fonte et la ville, la puissance et la gloire. Mise en place par l'Association de sauvegarde du patrimoine métallurgique, l'exposition traite de différents thèmes se rapportant à la fonte, la communication, les transports, le chauffage, les réseaux d'eau, la sécurité incendie, les fontaines ou encore les décors de jardin.
Ce choix de thème permet la mise en valeur du patrimoine et du savoir-faire local, puisque les éléments exposés viennent tout droit des usines GHM de Sommevoire et Vassy, de la Sauval de Brouzeval, de l'usine de fonderie Ferry-Capitain et des fonds d'art de Dommartin-le-Franc. Ces fonds d'art reconnus à l'international sont très populaires dans les capitales et en Amérique latine, notamment à Paris avec les Fontaines Wallace ou encore au Brésil où de nombreuses fonds d'art ont été expédiées. Au cours de notre parcours, nous découvrons par exemple l'histoire de la boîte aux lettres, popularisée en France par Léon Mougeot, député puis sénateur de Haute-Marne. C'est aussi en partie grâce à la fonte que la machine à vapeur a pu voir le jour et que les grandes villes pouvaient recevoir le gaz, l'eau et l'air comprimé par un système de tuyauterie en fonte et le développement d'un système de joints novateur. De nombreux objets de notre quotidien présents tout autour de nous sortent des fonderies de l'agglomération Saint-Dizier, d'Aire et Blaise, telles que les bouches à clés, les bornes incendie, les candélabres, les porte-affiches, les statues, les fontaines à boire, les bancs ou encore les kiosques. L'exposition retrace l'histoire de ce savoir-faire et explique comment la métallurgie locale s'est retrouvée à rayonner à l'international. Elle est visible jusqu'au 17 novembre à la Halle. Et aujourd'hui a débuté la première journée de cette 10e édition de la Foire Expo. Le thème Fiesta Latina, elle se déroule jusqu'au 19 mai. Et cette journée était l'occasion pour nous de vous montrer les premières animations. Audrey Tézan, Nicolas Fontaine et Jérémy Vitry. La 10e Foire Expo de Saint-Dizier, c'est parti depuis ce matin au Parc du Jard. Plusieurs dizaines d'exposants sont présents sous les chapiteaux afin de faire découvrir leur activité, rencontrer leurs clients ou vendre leurs produits. De nombreux corps de métier sont représentés comme les concessions automobiles, l'armée, l'ameublement, la restauration, les activités manuelles et artistiques comme la peinture ou le tatouage. Sont aussi présents des artisans locaux comme Chantal dont le stand dégage une douce odeur et qui nous explique la raison de sa présence. Pour vendre mes produits, donc savon de Marseille qui est fabriqué à Marseille comme le nom l'indique et puis tous les autres produits et c'est la 10e année que nous sommes présents. Nous sommes là depuis le début. Les gens aiment bien revenir au naturel. Donc voilà, ils sont fabriqués à base d'olive, d'huile d'olive et d'huile d'argan bio. Et les senteurs, ce sont des huiles essentielles. Et nous avons également le savon d'Alep, des produits au lait d'ânesse. Et les gens sont très friands de ça maintenant. D'autres artisans tenaient à faire connaître leur activité comme Thierry, tapissier. J'ai l'atelier Locus à Héronville. Ça fait la 4e année que je participe à la foire ici Saint-Dizier. Donc je reviens pour me faire connaître, bien sûr, mais aussi pour mes clients fidèles qui puissent me retrouver sur la foire toutes les années. Donc ce que je propose, c'est mes services en tapisserie. On va faire par exemple des Voltaire. Je travaille à l'ancienne, un ressort. Également, je peux travailler la mousse, je fais du canage à la main, du repaillage de chaises, en fait tout ce qui est les assises de chaises en général, voilà, donc je suis disponible toute la semaine sur Héronville, disponible pour venir aussi bien pour accueillir les clients dans mon atelier, mais aussi bien aussi pour les Si la plupart des artisans présents sur les stands viennent des environs, d'autres ont fait un plus long voyage pour proposer des produits plus rares en France. Ici, c'est l'érablière Lefebvre et Fils. Dans le fond, c'est du sirop d'érable que nous, on crée. On a une érablière, on le produit. C'est super bon pour les crêpes, les gaufres, puis apprêter les viandes. Sinon, ici, on fait aussi un sirop d'érable cristallisé. Super bon pour tartiner sur les pains grillés. C'est tous des produits maison que nous, on fabrique. Sinon aussi, on a un bon petit caramel à l'érable qui peut être bon pour les yaourts ou les tartines aussi. Puis c'est ça, puis aussi on fabrique nos propres alcools. On fait l'élixir des bas, ça c'est un rhum arrangé. Dans le fond, on a une distillerie à Trois-Rivières. Puis ici, on a la cabane. Même chose, c'est comme une liqueur de whisky, super bon. Sinon, on a le caribou des bois.
Puis ensuite, on a le gin. Ça, c'est gin et épices, dans le fond. Il y a 9 épices du Grand Québec dedans. Super bon. Sinon, on a un cidre de glace. Ça, c'est des vendanges tardives. Super bon aussi. Durant ces 4 jours, le public pourra aussi découvrir un spectacle de chevaux intitulé Charreria, présenté par les cavaliers du Mesnil-Saint-Michel. Une belle démonstration de complicité, notamment avec le numéro Liberté, présenté par Loïc et son cheval Réal, né en Espagne. Des démonstrations techniques également avec des numéros de voltige très périlleux pour les cavaliers au vu de la petitesse de la piste. Enfin, pour se plonger totalement dans la pampa latine, un numéro de lasso, le Fleuréo, où l'art de faire des fleurs a été présenté. Jusqu'à dimanche soir, le Jar vivra à l'ambiance latine grâce au mariachi, musicien traditionnel mexicain. Et l'info à retenir de ce journal, c'est bien évidemment l'ouverture de la Foire Expo ainsi que l'inauguration qui s'est tenue il y a quelques instants. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain, vous retrouvez Antoine Regnault et Lisa Lamorlette pour le MAC de la Foire à 11h sur Plus en Télévision, bien sûr. Et tout de suite, la météo.